Bonjour, je suis Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle ? Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé ? Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras ? Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'entrepreneuriat au féminin et à l'écriture inclusive. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, Amélie, Valentine, Michaela et Léa. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Donc, peut-être, je vais laisser nos étudiantes se présenter premièrement. Et ensuite, je vous laisserai le plaisir de découvrir nos deux invités. Bonjour, donc je suis la première à me présenter. Je m'appelle Valentine Dupuis. Je suis en classe de terminale au lycée René Descartes. Et actuellement, mes spécialités plutôt, c'est mathématiques et NSI. Donc, grossièrement, c'est de l'informatique. Mes passe-temps, c'est... l'art, j'aime beaucoup l'art et la littérature notamment. J'ai 2 grands frères et dont un qui fait partie d'une start-up maintenant, une start-up dans l'économie. Du coup, j'ai eu quelques échos. Bonjour, je m'appelle Michaela, je suis en terminale et mes options c'est géopolitique et informatique, donc NSI. J'ai pas encore de choix sur mon orientation, donc je suis encore perdue. Donc voilà. Est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui ? Oui, l'écriture, comment au niveau du féminin, etc. Que je savais pas réellement que ça se passait comme ça. Bonjour, moi c'est Léa Danet, donc je suis en terminale au lycée Descartes aussi. Mes spécialités c'est maths et NSI comme Valentine. Et je sais pas du tout quoi faire plus tard. Bonjour Amélie. Bonjour Sabrina. Alors je vais te laisser nous présenter ce que tu fais chez Willa. Alors nous chez Willa, on est un incubateur spécialisé sur l'entrepreneuriat féminin. On existe depuis 16 ans, on est une association qui accompagne les femmes vers l'entrepreneuriat. L'idée c'est qu'on est un incubateur early stage, donc c'est-à-dire qu'on arrive au tout début du projet et on aide les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et également à structurer leur projet, à rencontrer leurs premiers clients, à trouver le modèle de revenu qui correspond à leur entreprise, qui leur permet de vivre de leur projet à terme, et puis de rencontrer leur marché, de enfin se développer commercialement, parfois faire une levée de fonds, pas forcément, parce que nous, c'est important pour nous de dire que la réussite, c'est pas forcément une grosse levée de fonds, c'est important de le dire dans l'écosystème startup aussi. Et voilà, donc nous, on se bat au quotidien pour qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème tech, dans les écosystèmes innovants en général. Et on essaye de faire changer les choses parce qu'encore aujourd'hui, en 2021, on a seulement 10% de startups fondées ou cofondées par des femmes. Et c'est très peu. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et dans le cadre de ce projet pédagogique qu'on mène avec les startups à l'école, nous, on a pour ambition donc de disséminer aussi le plus tôt possible et de lever le voile en fait sur ces inégalités en fait hommes-femmes, notamment dans le secteur de la tech. Toi, comment tu te positionnes et est-ce que tu penses que agir justement beaucoup plus tôt, ça a une influence et ça aura une influence beaucoup plus tard en fait au sein de l'écosystème et des entreprises que vous allez retrouver à un moment ou à un autre en accompagnement ? Complètement. On en parlait avec le professeur de ces 3 étudiantes et en fait, il est aussi professeur en BTS et comme il le disait, c'est déjà trop tard le BTS. Il y a déjà très peu de filles dans ces classes-là. Donc, commencer dès le collège, dès le lycée, même dès la primaire si c'est possible, à sensibiliser au métier de la tech, au métier des sciences qui ne sont pas du tout féminins actuellement, alors qu'en fait, il y a plein de figures féminines dans les sciences, elles ont juste été oubliées, invisibilisées au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, c'est super important de créer des rôles modèles et de diffuser un peu ces rôles modèles aux jeunes filles pour permettre en fait d'ouvrir le champ des possibles et le plus tôt possible pour qu'elles puissent se projeter et éventuellement derrière se lancer dans des métiers qui pour l'instant sont encore
connoté masculin. L'entrepreneuriat aussi, c'est un écosystème très masculin et très connoté masculin. Donc c'est important d'ouvrir le champ des possibles par l'inspiration, par aussi l'accompagnement et développer un peu les possibles. Merci en tout cas pour ces missions-là que tu portes chez Willa. Donc je crois qu'on va passer aux questions du coup de la part de nos étudiantes. Pour Chloé, merci d'être là Chloé. Merci à toi de m'avoir invitée. Et merci à Amélie. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es et quel a été ton parcours ? Mon parcours, il est long évidemment et il est tortueux comme on en a parlé déjà un petit peu avant. Qui je suis ? Je m'appelle Chloé Dedier, j'ai 28 ans et je suis en train de créer ma start-up avec Willa. D'ailleurs, en passant, je tiens à dire que je partage beaucoup des valeurs de Willa et que c'est aussi pour ça que j'ai choisi Willa pour m'accompagner. Mon parcours, il a été j'ai fait un lycée général avec une spécialisation SVT. J'ai passé mon bac avec des notes correctes et puis j'ai fait une licence de biologie après avoir tenté 2 fois médecine. J'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai vu un petit peu l'environnement université et l'environnement ingénierie. Et à l'issue de ça, j'ai découvert que même si au cours de mes études, j'avais toujours été dans des classes mixtes avec 50% de femmes, 50% d'hommes, finalement la réalité du terrain, une fois qu'on entre dans la vie active, elle est complètement différente. Et je me suis retrouvée à être une des 4 femmes développeuses parmi 100 mecs pour mon stage de fin d'études. Et moi, j'ai toujours aimé développer. Je me suis déjà mis beaucoup de barrières avant de vraiment m'orienter vers les métiers de l'informatique. Parce que je correspondais pas du tout aux stéréotypes qu'on m'avait mis dans la tête. Donc typiquement, le petit boutonneux à lunettes qui sort pas de chez lui et qui a pas d'autre passe-temps que son ordinateur. Et je me suis... de par mes études, j'ai finalement réussi à retourner dans ce domaine-là. Donc quand j'ai constaté que tout le monde n'avait pas eu ce même parcours et qu'au final, il y avait un gros déficit de femmes dans le milieu de l'informatique, je me suis posé des questions de pourquoi, comment faire pour que ça change, est-ce que c'est vraiment une question de goût ou est-ce que c'est une question d'expérience qui font qu'on est orienté différemment. Personnellement, j'ai vécu des mauvaises expériences qui m'ont éloignée de l'industrie, donc suite à ce stage-là, j'ai pris du temps pour moi où je me suis complètement déconnectée des ordinateurs, c'est tombé en même temps que le Covid. Et à l'issue de ça, j'ai quand même décidé de retourner dans la tech parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je voudrais agir sur tous les facteurs qui font qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces milieux. Et qui dit pas assez de femmes dit aussi malheureusement beaucoup de sexisme. Et donc toutes les questions autour du sexisme, comment ça se manifeste, comment est-ce qu'on peut y remédier, et donc d'agir pour que les choses changent, parce que j'aime la tech, j'ai envie de continuer là-dedans, et j'ai pas envie de continuer dans ces conditions-là. J'ai pas envie non plus que toutes les autres femmes qui ont envie de faire la même chose que moi se retrouvent face aux mêmes difficultés. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter ma boîte. Donc ça répond peut-être à d'autres questions, mais ça c'est moi. Pourquoi t'es-tu lancée dans la création d'entreprise et comment l'idée t'est venue ? L'idée, en fait, c'est le résultat de plein d'idées. J'ai un esprit assez créatif. Et j'ai toujours eu plein d'idées dans tous les sens. On me disait toujours que j'étais très dispersée. Et j'ai commencé à faire un livre d'idées où je me disais, effectivement, j'ai des idées, c'est juste des idées. Elles ne sont pas réalistes aujourd'hui, elles ne sont pas réalisables aujourd'hui. Mais peut-être qu'elles le seront un jour. Et j'ai commencé à accumuler mes idées dans un petit bouquin. Et puis un jour, j'ai trouvé cette idée de faire un outil d'aide à la rédaction en écriture inclusive. Je l'ai trouvé en lisant un livre de Aude Bernheim et Flora Vincent, 2 chercheuses françaises, qui ont fait ce livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle, pas sans elle ». Et dedans, elles mentionnaient un outil anglophone qui s'était inspiré d'une étude américaine qui avait trouvé qu'au travers des offres d'emploi, on transmettait déjà beaucoup de biais de genre et que peut-être en améliorant l'écriture des offres d'emploi, on pouvait augmenter le nombre de femmes qui allaient postuler à des offres. Donc l'idée de l'entreprise, l'idée du premier aspect en tout cas de mon entreprise, elle est venue comme ça. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Parce que j'ai jamais trouvé de moule qui me correspondait, que ce soit au travers de l'ingénierie, au travers de la recherche, au travers de l'industrie ensuite. J'ai pas réussi à trouver d'endroits dans lesquels je me sentais totalement moi. Et donc l'entrepreneuriat, c'est un moyen aussi d'être ma propre patronne, entre guillemets, et de prendre mes décisions pour moi, de travailler à mon rythme, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai rencontré des difficultés en étant dyslexique.
je le savais pas, et ça s'est manifesté de plein de manières différentes. Et j'ai pris beaucoup de choses difficiles, de remarques difficiles de mon entourage, de mes profs, et aussi de mes collègues. Donc pour tous ces aspects sur lesquels je suis différente, je suis contente de travailler seule aujourd'hui et peut-être avec des gens de confiance dans quelques mois. Du coup, quel service proposes-tu et surtout pour quel type d'utilisateur ? C'est une très bonne question. Alors, je suis en train de peaufiner mon offre. Donc, Ecoolist n'est pas encore sur le marché et le produit n'est pas encore sur le marché non plus. J'ai commencé avec cette idée de produit d'outils d'aide à la rédaction. Basiquement, c'est un logiciel ou une application web sur lequel vous faites un copier-coller de texte et vous allez avoir en résultat, après avoir appuyé sur Start, une analyse de votre texte qui vous fait ressortir des structures qui peuvent, donc dans le cadre de la communication d'entreprise ou des offres d'emploi, casser le sentiment d'appartenance que les femmes peuvent développer pour votre entreprise. Donc si par exemple vous rentrez dans le stéréotype de venez chez nous, on cherche un développeur expert en Python qui pourra partager des bières et des pizzas et jouer au baby-foot avec nous en after work, c'est un texte qui véhicule extrêmement de clichés, enfin plein de clichés qui peuvent rebuter les femmes, mais aussi les hommes qui ne correspondent pas à des stéréotypes de masculinité comme on peut les retrouver parfois. Donc il y a ce premier outil, le logiciel en lui-même, qui est une façon pour moi de rester dans la tech. Mais il y a aussi une offre de formation que je suis en train de développer et une offre aussi de sensibilisation pour faire prendre conscience qu'une fois que les femmes ont candidaté chez vous, donc en tant qu'entreprise, là je parle des clients, il faut faire en sorte qu'elles veuillent rester dans votre entreprise et donc créer des environnements de travail safe, faciliter leur inclusion dans les équipes, mais aussi dans les locaux. Donc c'est agir sur la sensibilisation, les formations pour aussi aider à établir des protocoles à suivre quand on est un représentant d'entreprise, donc un RH, un manager, une RH, une manager. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a une personne qui vient nous voir en nous disant « je pense que je vis du harcèlement sexuel, c'est très dur dans mon quotidien, je vais pas bien du tout ». Et qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que manager, en tant que RH, quand on reçoit cette information ? Comment est-ce qu'on est censé faire au niveau humain ? Et comment on est censé faire au niveau légal ? Est-ce qu'on a des obligations ? Est-ce qu'on a des possibilités, des droits, etc. Donc c'est les accompagner aussi sur ces réflexions-là. Pour rebondir sur ce sentiment, notamment en NSI, ça passe souvent par des remarques, mais qu'on justifie par l'humour. Et c'est vrai que du coup, la limite, elle est très fine entre sexisme et humour. Parce qu'on a pris l'habitude de prendre le second degré, ou même la liberté d'expression comme une sorte de joker, en fait, pour un peu tout ce qui sort de ce qui est acceptable. Et personnellement, c'est mon ressenti par rapport à l'école. Vu qu'on est dans des spécialités qui sont orientées plutôt masculines, dans les stéréotypes évidemment, mathématiques et NSI, même si on trouve de plus en plus de filles, et c'est agréable, on ressent quand même toujours un écart au niveau des remarques surtout. Les comportements, beaucoup moins, ça passe beaucoup plus par le verbal, mais c'est vrai qu'il y en a quand même. Du coup, Chloé, est-ce que tu dirais que dans ces jeux, notamment dans le Memory, il y a autant de personnages scientifiques féminins que masculins ? Oui, justement, c'est le but. Et dans le timeline, je lui trouverai un autre nom parce que timeline est déjà utilisé. Mais dans le timeline, là en revanche, c'est très axé sur les droits des femmes en France et sur les femmes qui ont fait des découvertes scientifiques. Donc c'est toujours tourné très autour des sciences, parce que c'est le premier domaine auquel je m'intéresse. Moi, j'aurais une question sur l'intérêt pour tes clients d'utiliser votre solution. Oui, alors la première chose qu'on m'a dit, c'est bien gentil de venir avec toutes tes bonnes intentions, mais les entreprises, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Et donc, il faut que tu leur montres que tu leur fais gagner de l'argent. Et il faut savoir, aujourd'hui, donc j'ai pas les chiffres exacts, mais quand une femme ou n'importe qui même, vit du harcèlement, vit une agression au travail, ça implique la responsabilité de l'entreprise. Si jamais il se passe rien et qu'elle décide de rien faire, il ou elle décide de rien faire et juste s'en va, ça fait quand même du turnover. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un environnement toxique, c'est des personnes qui vont démissionner.
Et du coup, ça implique un processus de recrutement à mettre en place. Ça implique de reformer une personne qui va prendre la place de la personne qui est partie. Et potentiellement, s'il y a une personne toxique, juste une, dans un environnement, ça va arriver tous les mois. Et tous les mois, il y a quelqu'un qui va venir, qui va partir, qui va venir, qui va partir. Donc, le turnover représente un énorme aspect, une énorme conséquence financière du harcèlement et du sexisme en entreprise. Et il y a aussi la mauvaise communication. Je crois que Ubisoft avait perdu 4% d'actions en bourse quand il y a eu les premiers scandales autour du sexisme. J'ai plus les chiffres exacts, mais voilà, il y a toutes ces entreprises quand elles sont très cotées, ou même des entreprises qui commencent à être un peu visibles, à partir du moment où leur réputation est entachée, parce qu'elles n'ont pas agi, parce qu'elles ont laissé les choses se produire, il y a un gros risque. Et si je peux juste rajouter, même au niveau de la rentabilité de l'entreprise, en fait, créer un cadre de travail sain pour tous les collaborateurs et les collaboratrices, en fait, ça augmente la productivité de chacun et de chacune. Et en fait, un cadre de travail sain sera toujours plus bénéfique pour une entreprise qu'un cadre complètement où il y a du harcèlement, où il y a une ambiance pas propice en fait à ce que chacun puisse s'épanouir et travailler dans de bonnes conditions. Totalement, merci Amélie, tu as totalement raison. Je suis partie sur ce qu'elle pense de me mettre dans la tête qu'il faut que je montre les chiffres concrets à des entreprises. On oublie toutes ces choses qui paraissent tellement évidentes. Effectivement, quand tu vis des choses dures, tu es moins productive. Ton entourage aussi est moins productif parce que potentiellement ils essaient de t'aider ou alors ils sont impactés moralement. Et il y a un autre aspect aussi, c'est le logiciel en lui-même, il permet de faire gagner du temps. Et le temps, dans une entreprise, c'est de l'argent. Ça évite de former les RH et les responsables com à l'écriture inclusive. Ça fait gagner du temps. Bon, voilà, c'est tous ces aspects. Merci. Du coup, Amélie, c'est quelque chose que vous prônez chez Willa auprès de vos startups, des entrepreneuses qui viennent chez vous? Complètement, nous on essaye de plus en plus en tant qu'accompagnateur de vraiment sensibiliser les femmes qui portent les projets qu'on accompagne à tout ce qui est critères ESG, donc critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc en fait sensibiliser au fait que le travail en start-up c'est comme dans toute entreprise, il n'y a rien qui justifie de surmener quelqu'un, de ne pas respecter ses limites. Et que en fait voilà il y a eu plein d'histoires avec Balance ta startup, etc. Et nous vraiment on essaie de sensibiliser au fait que on est dans un écosystème où certes il y a peu de moyens, souvent on demande de beaucoup s'investir sur un projet, mais il faut respecter les limites de chacun. Il faut aussi penser en fait à tout ce pourquoi Chloé se bat avec son entreprise aussi, et vraiment permettre à chacun de s'épanouir dans son travail, et c'est super important, même pour la rentabilité future de l'entreprise. Quels sont tes défis dans le futur ? Par exemple, les défis, je sais pas, le but que tu as au fond de tout ça. Le but, j'aimerais que quand on est une femme dans l'informatique, on puisse aller au travail sans que notre genre, notre sexe soit une question, et qu'on soit sélectionné pour nos compétences et pas pour notre visage ou notre joie de vivre. J'aimerais que les stéréotypes changent, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse période d'embauche aussi d'hommes qui correspondaient à un certain stéréotype de geek un peu introverti. Et il y a beaucoup de femmes qui sont très très compétentes, ou d'hommes qui sont très compétents en informatique et qui ne correspondent pas à ces stéréotypes. Et je pense que pour rendre le milieu plus inclusif, de manière générale, pas seulement pour le genre et le sexe, il faut pouvoir accepter que pour être bon en informatique, il ne faut pas correspondre forcément à ce stéréotype. Je dirais même, il ne faut pas correspondre à ce stéréotype. Et donc ça, c'est mon but pour l'entreprise. Aujourd'hui, l'écriture inclusive, on a beaucoup de stéréotypes dessus, et on est un peu réticent à l'idée d'utiliser l'écriture inclusive dans la vie de tous les jours, ou même à l'école, par exemple en français, d'inclure des règles de l'écriture inclusive. Comment tu penses que cette initiative va être reçue ? Il y a beaucoup d'aspects dans ta question. Comment elle va être reçue ? Donc déjà, de manière générale, j'essaie de me positionner. J'ai mon avis sur l'écriture inclusive.
J'ai mon vécu, j'ai mes opinions. Mais j'ai aussi une approche scientifique et mon but, c'est d'essayer de mesurer l'impact de l'écriture inclusive. Si l'écriture inclusive, ça n'a qu'un impact négatif, qu'une entreprise qui va communiquer en écriture inclusive, finalement, elle va avoir autant de candidats qu'avant, voire même elle en aura moins, et qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes dans le lot, je pourrais dire, bah oui, l'écriture inclusive, là, sert à rien, effectivement. Maintenant, moi, je suis convaincue qu'elle sert. Mais je ferai une étude comparative des offres et des résultats et de l'impact que ça a eu. Et je la rendrai publique. Donc il y a toute cette approche où je me dis, malgré mes opinions, j'essaierai d'avoir une démarche honnête et scientifique. Donc ça c'est pour la partie réception de manière générale. Maintenant, pour la génération, ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous voulez en faire. Et en fait, c'est ça, l'écriture inclusive, ça a un impact que s'il y a des personnes qui trouvent que ça a une importance. Moi, je trouve que ça a une importance parce que ça permet de visibiliser les femmes. Et quand je vous dis juste scientifique, la plupart des gens vont penser à Einstein avec ses petites bouclettes sur les côtés blanches et son crâne dégarni, sa langue tirée et les yeux un peu fous. J'aimerais que quand on dit scientifique, il n'y ait pas que Einstein qui ressorte, qu'il y ait aussi Marie Curie. Et utiliser l'écriture inclusive, c'est un moyen actif de faire se poser la question, de se faire se poser la question. C'est-à-dire que ça peut choquer, et en fait, le fait de choquer, ça met en évidence un problème. Ça met en évidence un manque de visibilité des femmes. Et donc, déjà, rien que par là, le rôle est rempli pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, et on se dit, mais en fait, c'est vrai qu'on a des stéréotypes dans la tête. Ta start-up, comme tu l'as dit, elle œuvre pour que l'égalité des femmes dans la tech. Mais est-ce que tu penses qu'un homme aurait pu créer ta start-up ou une start-up comme la tienne, du coup ? Clairement non. Enfin, un homme, ça dépend ce qu'on définit comme étant un homme. Parce que moi, je suis une femme cisgenre. Donc, je suis une femme, mon sexe, c'est femme. Mon genre, c'est femme, a priori. Donc, une personne qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu n'aurait pas pu avoir ni l'idée, ni les compétences pour monter ma start-up. La partie formation, je peux la mener à bien parce que j'ai du vécu. Parce que je me suis posé toutes ces questions. Et un homme cisgenre, par exemple, ne s'est probablement jamais posé toutes ces questions, en tout cas pas à mon âge, et n'y a jamais fait face, ça c'est sûr. Peux-tu me dire 3 qualités essentielles pour créer une entreprise Je sais pas, je pense qu'il y a plein de profils différents dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, mes qualités, je dirais que c'est la créativité et la capacité à rebondir. C'est-à-dire que si demain on me pique mon idée, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Maintenant, c'est aussi la conviction. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi une idée, c'est très dur de faire un choix. Donc il faut pouvoir choisir, parce que ça veut dire que tu laisses de côté plein d'autres bonnes idées. Donc c'est être persuadé que ton idée, là, c'est celle qu'il faut réaliser à ce moment-là. Et ça te permet d'aller très très loin. En tout cas, d'aller au bout de ton idée. Donc la conviction. Et l'idée, la conviction, l'état d'esprit. Il y avait un sondage LinkedIn qui posait la question il y a 2 jours. Et oui, l'état d'esprit, en fait, va diriger tout le reste. Si tu as un bon état d'esprit, tu vas convaincre ton entourage, tu vas convaincre les personnes avec qui tu discutes. Et tu vas être motivé pour mener ton travail jusqu'au bout. Et je rajouterai l'organisation, mais c'est parce que je suis un peu psychorigide. Du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais, en tant que femme cisgenre, des conseils à donner pour une femme qui voudrait monter sa start-up ? Go. Non, mais reste toi-même. Surtout, reste toi-même. Parce que c'est ta particularité qui va faire que tu vas te démarquer. Et on parlait de concurrence. Cultiver son unicité, c'est déjà ne pas se poser la question de la concurrence. Il n'y a personne qui est comme toi. Et va vers ce qui te plaît. Parce que moi, je vous ai raconté mon parcours, il est un peu, on pourrait dire chaotique du point de vue de certaines personnes. En réalité, je suis toujours allée vers ce qui me plaisait. Et au final, j'arrive exactement là où je veux être. Donc suivez vos intuitions. Entourez-vous bien, développez votre réseau. N'ayez pas peur de demander autour de vous. Il y a des femmes incroyables, il y a des hommes incroyables aussi. Mettez-vous en avant, osez, prenez la parole, prenez le micro. Moi, je suis passée par un groupe de rock. J'ai été chanteuse dans un groupe de rock pendant 2 ans. J'ai fait mon premier podcast, j'ai fait ma première vidéo. D'ailleurs, on pourra en discuter aussi, mais j'accompagne aussi les scientifiques dans la réalisation de leurs vidéos et de leurs premières vidéos. Donc c'est très très dur quand on n'a pas l'habitude, mais il faut oser, il faut dire oui tout le temps.
Enfin non, pas tout le temps évidemment. Le consentement c'est important, mais il faut saisir les opportunités qu'on nous propose. Je pense que c'est une belle façon de conclure cet épisode. Alors, je m'adresse une dernière fois à nos étudiantes. Déjà, merci. Ce fut très constructif. J'ai hâte de voir la suite, personnellement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'y aller, comme elle l'a dit. Et franchement aussi, j'ai hâte de voir la suite parce que ça m'intrigue. J'ai retenu à peu près la même chose, qu'il faut tenter et pas trop se focaliser sur ses concurrents, juste y aller. Merci les filles. Génial. En tout cas, moi, cette rencontre m'a beaucoup touchée. Et Amélie, si tu veux également dire quelque chose, toi, avec ton regard extérieur également, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette rencontre entre justement ces deux mondes? Je trouve ça vraiment super des initiatives comme les startups à l'école parce que vraiment c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge au fait qu'on peut se lancer, on peut du coup voilà, ce qu'elles retiennent c'est qu'il faut oser se lancer et en fait nous c'est ce qu'on prône en fait tout le temps et tous les jours chez Willa, c'est vraiment t'as ton idée, crois en toi et certes il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan, etc. Ça peut paraître une montagne à gravir, mais en fait si t'as une vraie vision et que tu veux vraiment changer les choses, tu y arriveras et il faut croire en toi et il n'y a pas de meilleure personne pour porter ton projet que toi. Ouais, je suis d'accord. Donc osons, lançons-nous. En tout cas, merci à toutes les 5 d'avoir partagé ce moment et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.